Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 3 ans et demi, auparavant j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je reprends cette série de courtes vidéos au sujet des regrets, des échecs, de ce qu'on perçoit comme des échecs et au fait de repenser très souvent et sans cesse au passé. On rumine, on a des ruminations sur le passé, on est distrait par des idées parasites, que faire? Alors, ces idées envahissantes et parasites vont générer chez nous une certaine souffrance. On va ruminer sur le passé, on va perdre du temps et finalement ça va créer autour de nous un contexte assez angoissant, pessimiste et négatif. Alors, pour ma part, avec mes clients au cabinet et surtout en coaching, en suppression des croyances limitantes, voici ce que je remarque. Parfois, il y a un nouveau partenaire ou une fréquentation un petit peu négative dans l'entourage. Parfois, j'imagine une femme célibataire, mais sa vie va plutôt bien et elle va rencontrer un homme qui va être assez critique sur elle, à son sujet, au sujet de sa personnalité, peut-être de son physique, ou au sujet de son emploi, ou de son évolution professionnelle. Ça va être quelqu'un qui va juger, qui va juger, méjuger les gens, et se situer dans le jugement, en tout cas avec elle. Et chez elle, ça va venir soulever beaucoup de pensées parasites, beaucoup de pensées presque obsédantes qui vont revenir. Alors, quand il va lui faire une réflexion, elle va se dire par exemple, j'aurais dû lui répondre ceci, j'aurais dû lui répondre cela, ceci n'est pas vrai parce que. Donc, finalement, elle cherche à convaincre mentalement son interlocuteur en lui disant, eh bien, je ne suis pas comme tu penses, je n'ai pas fait comme tu penses. Et ça va créer quand même une ambiance très négative, d'où la nécessité, quand on est avec un nouveau partenaire ou un nouvel ami dans l'entourage amical, tout simplement de vraiment vérifier si la personne va vous apporter des bonnes ondes ou si c'est une personne qui est en colère contre tout, contre la société, contre soi-même, contre les autres, parce que là, c'est vraiment très négatif et ça peut venir augmenter votre charge mentale. Et en parlant de charge mentale, c'est le second point. Eh bien, quand on a une charge mentale qui est conséquente, on va avoir pas mal de pensées parasites. On va perdre en concentration, on va perdre en ancrage et on va se retrouver, se surprendre, j'ai envie de dire, à repenser au passé, à refaire le passé, à se dire « j'aurais dû ». Dans telle situation, faire cela, il aurait mieux valu dans tel contexte que je fasse ceci. Et bien entendu, ça va créer davantage de frustration, de stress et d'angoisse parce que finalement, le passé, c'est terminé, il est derrière, on ne peut pas revenir dessus. La seule chose qu'on puisse faire, c'est en sophrologie, l'envisager avec davantage de positivisme, par exemple. Ensuite, il peut y avoir une hypersensibilité qui va rendre vulnérable, on va devenir vulnérable face à toutes ces pensées parasites si on est hypersensible. Alors l'hypersensibilité, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. Être hypersensible quand on est dans le milieu artistique ou dans la communication, quand on travaille comme moi avec des gens qui ont des soucis et qu'on doit aider, quand c'est notre métier d'aider les gens, d'aider les autres à aller mieux ou à aller vers leur vie de rêve, vers leurs objectifs, eh bien ça peut être très bon d'être hypersensible. À la base, je suis une hypersensible et c'est pour ça que je me suis dirigée au fil des ans et de mon parcours vers la communication et la thérapie. Donc l'hypersensibilité, elle a aussi bien entendu des bons points. Mais quand on est hypersensible, le risque aussi c'est de prendre énormément sur soi, de ne pas savoir se protéger des autres, des propos, de tout ce qu'on entend. Ne pas arriver à se protéger en fait de son propre univers, des gens qui nous entourent, de la famille. On peut prendre tout ce qu'on entend vraiment à cœur et avoir du coup ces pensées parasites et ces pensées récurrentes sur le passé. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela et si seulement j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et pareil, ça va créer un cercle négatif comme ça, un cercle vicieux vraiment.
qui va fatiguer, qui va encore charger davantage au niveau émotionnel, au niveau des émotions négatives, on va se charger. Donc, bien entendu, c'est pas très bon. Alors, voici les causes. Il y a aussi la peur de ne pas contrôler ses émotions, la peur de perdre le contrôle sur ce qui nous entoure, sur l'avenir, sur les autres, sur ce monde qui nous entoure. Et bien entendu, on a quand même, heureusement, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, on a des solutions. Alors, pour moi, et c'est vraiment une méthode qui peut paraître désuète, mais je peux vous dire qu'elle fonctionne dans 100% des cas avec tous mes clients qui veulent bien jouer le jeu, qui veulent bien le faire, bien sûr, sinon ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, c'est la méthode d'avoir un cahier et de noter les déclencheurs de ces idées parasites, de ces moments de déconcentration. Hein? Je vous donne un exemple très simple. Une femme de 45 ans qui a fait 45 ans, 50 ans, elle a fait des études à la fac d'anthropologie et puis elle a laissé tomber au bout de quelques années et puis c'est resté quand même en elle une souffrance, ce qu'elle voit comme un échec, plutôt que de se dire eh bien je suis allée dans ce milieu de l'anthropologie, j'ai pu rencontrer des gens intéressants même si je n'en ai pas fait mon métier, ça m'a ouvert d'autres portes. Ben elle va focaliser sur cet échec. 40, 45, 50 ans, elle se met à revoir, faire un peu son bilan de vie, elle focalise sur cet échec. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'elle voit une émission avec des anthropologues à la télé, elle a envie de décrocher le poste et de le lancer. Elle n'a pas vraiment envie de voir ça. Ça vient réactiver chez elle. C'est un déclencheur. Tout ce qui va porter le mot ou la racine anthropos, l'homme et l'anthropologie, en tout cas cette racine grecque, ça va lui faire repenser systématiquement à son passé, que ce soit dans un musée, que ce soit à la maison, une émission, quelqu'un qui va ramener un magazine où il y aura un article avec des anthropologues peut-être à l'intérieur qui racontent leur métier. Elle va se sentir mal systématiquement, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir recours à peut-être un anxiolytique ou tout simplement elle va faire une crise où la cocotte minute émotionnelle va commencer à se remplir jusqu'à ce qu'elle explose à un moment donné. Donc, que faire? Eh bien, pour elle, le mot anthropologie et tout ce qui s'y rapporte, c'est un déclencheur. Donc, tant qu'elle n'est pas arrivée vraiment à faire un travail sur elle et à intégrer ce passé, ce mot qui fait partie de son passé, voilà, de ce futur professionnel qu'elle aurait, qui était désirable pour elle à un moment donné, qu'elle aurait voulu vraiment obtenir, eh bien, il va falloir arriver à noter les déclencheurs et l'éliminer, ou s'y habituer en tout cas. Donc, dans une première colonne, on peut mettre par exemple le déclencheur, donc là, ça peut être une émission sur l'anthropologie. Dans la seconde colonne, on va mettre l'émotion qui vient spontanément. Tristesse, par exemple. Tristesse, déception. Ensuite, on va venir opposer une pensée rationnelle dans la troisième colonne. Eh bien, ça peut être, par exemple, beaucoup d'anthropologues sont allés au bout de leurs études, mais finalement ne travaillent pas dans ce domaine-là, n'ont pas trouvé de travail. Ou bien ça peut être... pour travailler dans l'anthropologie, cela aurait peut-être nécessité pour moi d'apprendre une nouvelle langue étrangère et de partir à l'étranger et c'était compliqué avec mes enfants. Hein, ou ça peut être une pensée beaucoup plus rationnelle. L'anthropologie est intéressante, mais la communication, par exemple, est un domaine également intéressant. On va opposer une pensée rationnelle. Et au début, quand on va venir chercher son émotion, on va la noter de 0 à 10. Tristesse, 8 sur 10 par exemple. Et puis, on va opposer cette pensée rationnelle et on va revenir à une note. Il va falloir se concentrer après, se relaxer une fois qu'on est venu opposer la pensée rationnelle. Et ensuite, on va renoter notre sensation de départ, tristesse, angoisse, ce que vous voulez. Et on va se rendre compte qu'on est peut-être à 5 sur 10 seulement. On a un petit peu baissé. Donc, on va se dire, bien voilà, quand j'évite le déclencheur, ou en tout cas quand j'oppose une pensée rationnelle, je me sens mieux et finalement ça passe plus facilement et je peux me reconcentrer sur autre chose. Et bien sûr, la méditation et la sophrologie vont vraiment vous aider à pouvoir remarquer ces déclencheurs, les éliminer ou en tout cas essayer, si on ne peut pas les éliminer,
eh bien, de les maîtriser, de les connaître en tout cas. Plus on les connaît, moins ils sont nos ennemis, ces déclencheurs. Et la méditation et la sophrologie peuvent bien sûr vous aider à gérer ces pensées parasites. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie. Au revoir, à bientôt.